On s'est tous déjà posé la question, en regardant un nuage, pourquoi il a cette forme-là, si particulière? Ou alors, en regardant une carte, pourquoi le tracé d'une côte est si incroyablement complexe? Eh bien la réponse, elle se trouve au cœur d'une véritable révolution scientifique qui a trouvé un ordre caché là où on ne s'attendait à voir que du désordre. Cette citation de Stanisław Lam, elle est géniale, parce qu'elle dit tout. Cette nouvelle science était tellement vaste, tellement différente de tout ce qui existait, qu'au début, le plus simple c'était de la définir par ce qu'elle n'était pas. C'est-à-dire pas la science bien rangée, bien prévisible, la science linéaire qui dominait la pensée depuis des siècles. Alors pour bien comprendre cette révolution, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut comprendre comment on voyait le monde avant. L'idée, c'était celle d'un univers horloge, une immense mécanique parfaitement huilée, prévisible, où chaque cause entraînait un effet bien mesurable, bien proportionné. Toute la physique de Newton, par exemple, reposait sur cette idée toute simple. Si on fait une petite erreur de mesure au départ, eh bien on aura une petite erreur de résultat à la fin. Logique, non? Une bonne approximation, ça suffisait amplement. C'était une idée très confortable, très rassurante, mais elle n'allait pas tarder à voler en éclats. Prenons un exemple concret. La comète de Halley. Selon la vision classique, une toute petite imprécision sur sa position en 1910 n'entraînerait qu'une toute petite imprécision sur sa trajectoire future. C'était la base de tout. Sauf que des fissures commençaient à apparaître dans ce bel édifice de certitude. Des questions commençaient à se poser. Et ces fissures, on les voyait un peu partout, dans plein de domaines différents. Des scientifiques commençaient à obtenir des résultats bizarres, des anomalies qui ne collaient pas du tout avec les modèles prévisibles. C'était un vrai moment de confusion, un peu comme s'il y avait un fantôme dans la machine si parfaite de la science. Cette expérience de Thomas Kuhn sur les cartes à jouer, c'est une métaphore parfaite de ce qui se passait. Quand on montre aux gens une carte anormale, comme un 6 de pique rouge, leur cerveau refuse de la voir au début. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir. Eh bien, pour beaucoup de scientifiques de l'époque, c'était pareil. Ils ignoraient, sans même s'en rendre compte, les données qui contredisaient tout ce qu'ils avaient appris. Mais voilà, à un moment, l'anomalie devient tellement évidente qu'on ne peut plus l'ignorer. Et là, la prise de conscience peut être brutale. Cette citation, elle exprime bien cette désorientation totale qu'on peut ressentir quand nos certitudes les plus profondes s'effondrent. C'est exactement ce que les pionniers de la théorie du chaos ont vécu. Et c'est de cette crise, de cette confusion, qu'est née la première grande révélation de la théorie du chaos. L'idée, complètement folle à l'époque, que des changements minuscules qu'on considérait avant comme insignifiants pouvaient en fait avoir des conséquences gigantesques et totalement imprévisibles. Et voilà, on y est. C'est le fameux effet papillon, découvert par le météorologue Edward Lorenz. Une idée aussi poétique que puissante. Le simple battement d'aile d'un papillon au Brésil pourrait, par une suite d'amplifications, finir par déclencher une tornade au Texas. Le moment Eureka de Lorenz est fascinant. Il travaillait sur un modèle météo sur ordinateur, un des tout premiers. Pour gagner du temps, en relançant une simulation, il a rentré les chiffres qu'il avait sur papier, mais en les arrondissant un tout petit peu. De 0,50627 à 0,506. Résultat, une météo complètement, mais complètement différente. La prédiction à long terme était donc une illusion. Alors on pourrait croire que le chaos, c'est juste le règne du n'importe quoi. Mais non, une autre découverte incroyable a tout changé. Ce nombre un peu étrange, la constante de Feigenbaum, a prouvé que le chaos n'était pas du tout aléatoire. En fait, il obéit à ses propres lois, des lois étranges, mais universelles. C'est exactement ce qu'a dû se dire le physicien Michael Feigenbaum. Il a découvert que ce nombre précis revenait tout le temps, encore et encore, dans des systèmes chaotiques qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres. Des populations d'animaux, des circuits électroniques. C'était un motif universel caché au beau milieu du désordre. Incroyable. La deuxième grande idée, le deuxième pilier de la théorie du chaos, c'est qu'il fallait une toute nouvelle géométrie pour décrire le monde qui nous entoure. La géométrie classique, avec ses cercles parfaits et ses carrés bien droits, était incapable de décrire la complexité, la rugosité de la nature. Cette question, posée par Benoît Mandelbrot, a l'air simple, mais elle est redoutable. La réponse, en fait, c'est que ça dépend. Ça dépend de la taille de la règle qu'on utilise. Plus la règle est petite, plus on peut mesurer les détails, les petites criques, les rochers, et plus la cote devient longue, potentiellement même infinie. Et Mandelbrot a donné un nom à ces formes, les fractales. L'idée clé, c'est l'autosimilarité. Pensez à une branche de fougère. La forme générale se répète dans les plus petites parties. C'est ça la géométrie secrète de la nature. On la retrouve partout. Les nuages, les montagnes, les poumons, les vaisseaux sanguins. Regardez ça, c'est l'ensemble de Mandelbrot. C'est un objet purement mathématique, né d'une formule toute simple qu'on répète en boucle.
Et pourtant, son apparence est étrangement organique, naturelle. Si on zoome à l'intérieur, on découvre une complexité infinie, des détails qui se répètent sans cesse. Et cet exemple illustre magnifiquement comment ce principe se retrouve dans le monde vivant. Avec seulement quelques règles mathématiques très simples, appliquées encore et encore, on peut générer une image qui ressemble à s'y méprendre à une vraie fougère. Et ce n'est pas tout, ce principe va encore plus loin. Même en chimie, comme dans cette réaction de Belousov-Zabotinsky, on voit des motifs complexes, organisés, apparaître tout seuls, spontanément. C'est la preuve que ces lois du chaos sont vraiment universelles. Elles connectent les maths, la biologie, la chimie. Et c'est là que tout s'est connecté. Des scientifiques qui travaillaient dans des domaines complètement différents ont soudain réalisé qu'ils étudiaient la même chose, les mêmes motifs universels. Le chaos, ce n'était pas l'absence d'ordre. Non, c'était une forme d'ordre plus profond, plus subtil, qui est absolument partout autour de nous. Tout ça, ce n'est pas de la science abstraite, loin de là. Le chaos a une sorte de portrait robot, une forme qu'on appelle un attracteur étrange. C'est la trajectoire que suit un système chaotique. Une trajectoire imprévisible au jour le jour, mais qui reste toujours à l'intérieur de certaines limites. Et on le voit partout, dans un drapeau qui flotte au vent, dans la crème qui se mélange au café, et même dans le rythme d'un cœur en bonne santé. On termine avec cette pensée un peu provocatrice. C'est ça le cœur d'une révolution scientifique. C'est l'excitation, l'émerveillement de se rendre compte que le monde est infiniment plus complexe, plus intéressant et finalement plus beau que ce que les anciens modèles nous laissaient croire. La théorie du chaos nous a simplement donné un nouveau langage pour comprendre et apprécier cette incroyable complexité.